Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à peu près 24 heures de l'annonce officielle du parcours du Tour de France 2025. J'ai décidé de vous faire un petit point là-dessus. Et vu qu'on n'avait toujours pas, quasiment 3 mois après, réellement fait un débrief entre nous du Tour de France, je vais faire quelques points importants que j'ai soulevés, hommes comme femmes dans cette vidéo, et qu'on pourra, peut-être pourquoi pas remettre en question pour la saison prochaine, et du coup si on parle de la saison prochaine, du Tour de France, évidemment. Mais avant ceci, on va quand même parler de ce qu'on sait de l'édition 2026, donc 113e édition. Avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Alors, je regardais parce que on a un parcours qui a été proposé, effectivement par nos amis de Culture Vélo. Je suis pas spécialement fan. Il faut bien le noter. Ouais, attends, je vais quand même regarder parce que j'espère que c'est pas ça, ce parcours-là, parce que j'avoue que le parcours de Culture Vélo, il m'intrigue un peu, mais j'ai pas l'impression que ce soit le bon, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir par hasard, est-ce qu'il nous propose... Ouais, je vais me baser, je pense, sur celui de Vélo Viewer. Parce que j'avoue que celui de Culture Vélo, j'ai rien contre eux, mais déjà, je vois étape de chemin blanc la veille de l'arrivée, mais pas d'Alpe... Enfin, non, pas d'Alpe d'Huez prévu. Et je vois que l'étape 10, c'est un chrono entre Vallon-Pont d'Arc et Saint-Paul-Trois-Châteaux. J'ai rien contre un chrono ce jour-là, mais je vais pas vous mentir que c'est pas idéal. Parce que déjà, ouais, 4 étapes de montagne, 2 étapes de moyenne montagne. À moins d'étapes de haute montagne, ok. Ouais, en fait, c'est un parcours qu'ils ont fait eux-mêmes. Non, parce que moi, je m'attendais à un... Juste parce que j'ai vu les profils, donc je me suis dit, ça allait peut-être être bien. Mais bon. Donc, la première étape sera, comme vous le savez, entre Barcelone et Barcelone. On part de Barcelone pour cette 113e édition. Donc, comme j'ai dit, je me base sur Vélo Viewer pour cette vidéo qui me semble être un peu plus fiable. Première fois que le Tour de France fait son grand départ de Barcelone et première fois qu'on retrouve, et ça j'avais totalement oublié jusqu'à ce que je voie il y a un peu plus d'une semaine et demie, les rumeurs de ce parcours, un chrono par équipe. Alors l'ami avec production me dit que c'est intéressant un chrono par équipe en début de tour parce que déjà tout le monde a envie de se tester, de voir un chrono pourquoi pas individuel sur les 3 à 4 premiers jours de course, enfin même 2-3. Tout le monde a besoin de se tester, de se débloquer les jambes, de voir si on est en bonne condition évidemment, mais surtout un chrono par équipe ça a de l'intérêt parce que je pense que ce ne sera pas le même format que Paris-Nice. Chaque coureur, enfin l'équipe sera dépendante entre guillemets de tous ses coureurs. Ce qui veut dire que tout le monde est obligé de se mettre au service du collectif et il y en a, contrairement par exemple au chrono de camp, on ne se met pas entre guillemets en dedans. Tu fais pas le chrono en dedans parce que ton leader a besoin de toi entre guillemets et c'est un effort collectif qui est assez intéressant et qu'on voit rarement. On l'avait pas vu entre 2015 donc Plume Lake et 2018 à Cholet, on l'a revu à Bruxelles en 2019. Là, ça fera quand même 7 ans qu'on n'a plus de grands départs, enfin de chrono par équipe sur le Tour de France. C'est une espèce en voie de disparition, un peu comme les prologues. C'est vrai. Il y a celui qu'on voit tout le temps. Il y en a au minimum un sur la Volta généralement. Il y a depuis 2023 sur Paris-Nice, avec la règle où le temps est pris sur le premier coureur. Tirreno, on faisait jusqu'en 2019 lors de sa première étape. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, donc ça va être intéressant. Donc, se déroulera sous la forme d'un chrono par équipe. Donc c'était Visma qui l'avait remporté en 2022 entre Bruxelles Palais Royal et Bruxelles Atonium. En 2019, pardon. Première fois dans l'histoire du Tour qu'on partira sous cette forme. Et comptant pour le classement général. Enfin, première fois que ça compte comme étape et comme classement général. Avec les temps des équipes pour le classement de l'étape qui seront pris sur le premier coureur qui franchit la ligne. Et pour le classement général, les temps individuels de chaque coureur. Ok, donc pardon, je me suis trompé. Ce sera le même format que Paris-Nice. Donc là, on pourra arriver comme Pogacar sur Paris-Nice 2023, un seul coureur pour son équipe. Mais il ne faudra pas perdre peut-être trop de coureurs. En tout cas,
pas faire beaucoup de kilomètres seul. Mais ça pourrait être intéressant. Dans les rues de Barcelone, on aura un aller-retour du Forum au port olympique de Barcelone. Forum du coup, et après c'est la direction de la Sagrada Familia. 5 km plus loin, les équipes montreront l'Alto de Montjuïc, puis un peu moins de 3 km plus loin, la côte du Stade Olympique. Donc on aura deux ascensions. Montjuïc, donc le Stade Olympique en plus. C'est vrai que les Jeux Olympiques de Barcelone, ça fera mine de rien quand même 34 ans. Et aussi, on passera à Sagrada Familia, donc il y aura quand même un peu de paysage pour Franck Ferrand, entre guillemets. Voilà. Mais ça pourrait être assez intéressant. Le détail de la première étape du Tour de France, est-ce que je peux l'avoir par hasard? Oui, donc en plus, on sera quand même sur une arrivée en montée. Donc oui, ce sera quand même 800 mètres à 7% pour la côte du Stade Olympique et la côte de Montjuïc, c'est 1 km 100 à 5,1% de pente moyenne. Donc voilà, 19 km de chrono, ça reste quand même solide, assez intéressant comme il faut le dire. On est en urbain, donc oui, forcément c'est un chrono urbain, donc attention quand même à certains moments à de l'aménagement urbain, même s'il y en a peut-être moins en Espagne qu'en France, mais ça reste des routes espagnoles entre guillemets. Alors les routes italiennes sont peut-être un peu plus cabossées et grasses, mais des fois elles peuvent être grasses les routes espagnoles, surtout plus dans le sud. Donc là on Catalogne peut-être un peu moins, mais ça restera attention. Enfin attention, c'est aussi Barcelone, c'est une ville côtière en Méditerranée. Donc potentiellement du vent, en tout cas c'est vrai qu'il y en a plus souvent sur le bord de la mer tout simplement. Donc faudra voir. Ou même par exemple la vallée du Rhône on en a beaucoup donc faudra voir. Par contre deuxième étape c'est Tarragone-Barcelone. Et connaîtra une première moitié d'étape quasiment toute plate le long du littoral mais en rentrant dans les terres les choses se corseront. Pourquoi? Parce qu'on aura la côte de Bègue. À monter ce sera 6 km 100 à 6,5% de pente moyenne, puis un peu plus loin la côte de Santa Cruz d'Olorda, 8 km 400 à 4,5% de pente moyenne. Et puis dans la partie finale, on retrouvera alors le même enchaînement que la veille, mais pas exactement de la même façon puisqu'on accède à chacune des côtes de l'autre côté que la veille, d'accord? Donc côte du château de Montjuïc, c'est 1 km 100 à 6,3% cette fois-ci, donc beaucoup plus dur. La côte du stade olympique, 600 mètres à 7%, sauf que cette fois-ci, on les retrouve dans un circuit final, ce qui veut dire qu'on devra le faire à 3 reprises. Et comme la ville étant, attendez, comme la veille, en revanche, l'arrivée à Barcelone a donc lieu au sommet de la dernière côte, à nouveau une étape plutôt exigeante, donc pour ce grand départ, étape exigeante de 178 km, qui va être vraiment, honnêtement, être assez intéressante. En circuit, ça peut faire penser dans le final avec un enchaînement de petites côtes à ce qu'on a eu à Boulogne-sur-Mer ou à Rouen cette année. Étape difficile pour les purs sprinters, mais des coureurs qui ont des capacités dans les bosses et de sprinters, pourquoi pas, pour être assez intéressant là-dessus. Enfin, en tout cas, qui passent bien les bosses, forcément avec une pente de vitesse. On peut penser à un Mathieu Van Der Poel, pourquoi pas. C'est vrai que Mathieu Van Der Poel, quand je disais que ça me faisait penser à l'étape de cette année à Boulogne-sur-Mer, que Van Der Poel remporte, pourquoi pas un Julien Alaphilippe qui a de la capacité, ou un Romain Grégoire qui a une bonne pointe de vitesse et qui est capable de s'imposer au sprint notamment, même si l'adversité était différente sur le dernier tour du Luxembourg. Donc il y aura des choses assez intéressantes. On aura granulaire les angles en troisième étape. Et ce qui est sûr, c'est que cette troisième étape partira de Grenollers, tout proche de Barcelone, au nord-est. Par contre, l'étape devrait suivre le chemin suivant sur le sol espagnol avant de traverser la frontière avec la France. Taradell, Vic, Manleu, Torello, Saint-Kirst de Bassor, Ripoll, Ribes de Freser, la Coladia des Toses, puis Planoles, Formles, Tozes, la Molina et enfin puis Guercerda et Bourg-Madame où les coureurs arriveront en France tout près de la station des Angles. D'une arrivée dans cette station qui avait lieu en 2022 sur la route d'Occitanie et un départ. Finalement, ici Occitanie a annoncé que c'est sûr à 99% que, bon, selon un élu pyrénéen, qu'on arriverait aux Angles. Donc ça pourrait être assez intéressant. Toutefois, tournage vidéo exceptionnel pour l'étape. Tac, tac, tac. Ouais, officiellement candidaté pour obtenir la validation de l'étape. Il nous reste la dernière ligne droite, réaliser une vidéo qui présentera les angles aux équipes du tour, sauf que ce n'est pas évidemment comme cela que ça fonctionne. Tac. En tout cas, on passerait aux angles, qui est une arrivée en altitude, il faut préciser. Dans la station des angles, en donnant la parole au maire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la ville a fait une demande et pour être ville étape, mais les rumeurs pourraient être fondées. Intéressant. En tout cas, on ne nous a pas montré le profil
mais ça pourrait être une première arrivée au sommet. Par contre, la 4e étape pourrait partir soit de Carcassonne ou Limoux pour aller à Foix. Donc le 25 septembre, on annonce que le départ de cette étape sera prévu à Limoux. L'Indépendant a confirmé le 17 octobre que ce sera finalement prévu dans une grande ville à proximité. Ah non, le départ sera à Carcassonne, peut-être, plutôt que de retourner dans une ville que le Tour de France a plus visité depuis 2019. Déjà pour une étape à fond en plus, comme en 2012. La Grande Boucle aurait donc préféré la ville de Carcassonne qui a vu déjà le Tour 5 de ses 4 de ses 5 dernières années. 4 fois ces 5 dernières années. Toutefois, le journal semble se baser sur des sources plutôt vagues. Ok. En tout cas, ce sera soit Limoux, soit Carcassonne. Par contre, le 18 octobre, on nous a précisé que ça semble confirmer le départ de Carcassonne, d'après des propos de Christian Prudhomme, est situé sur la route entre les Pyrénées-Alpes, sauf que dans la configuration du Tour 2026, ce serait pourtant pas en sortie, mais en entrée dans les Pyrénées que ce serait visité. Ce qui concerne l'arrivée de cette étape, on serait potentiellement, je dis bien potentiellement, à Foix, en tout cas dans le pays de Foix. Ce serait soit le centre-ville comme en 2022, ou alors le Prat d'Albi de 2019, qui était une arrivée inédite et qui pourrait revenir donc 7 ans plus tard avec la victoire de Simon Yates et le récital de Thibaut Pinot. Je vous en fais pas un dessin. Par contre, on pouvait avoir pour la deuxième fois, mais alors avec une deuxième arrivée en altitude dès le 4e étape, ou alors pour la 5e fois en centre-ville depuis 2000. C'est comme la suite va se dérouler dans les Pyrénées. Je pense personnellement, selon l'update qu'ils ont mis, que c'est plutôt une arrivée en centre-ville parce que on serait pour une étape entre Lannemezan et Pau qui aurait lieu notamment Lannemezan en direction de Pau vraisemblablement le 8 juillet et selon les dires du journal donc la Nouvelle République des Pyrénées, la part belle à la Bigorre avec notamment le Magnuac, les Coteux et le Val d'Adour avant de prendre la direction du Béarn. Ça c'était début octobre toutefois. Bon, tout dépend de quel côté on arrive. À Pau, on s'entend bien. Est-ce que ce sera pour sprinter ou éventuellement une arrivée pour baroudeur avec quelques cols. Aucun signe. À ce stade, pas de rumeur pour l'instant, ni de départ, ni pour l'arrivée. Mais cette étape, initialement prévue en direction de la station de Guizet, doit donc être redessinée par l'organisateur de la course. Finalement, le 25 septembre, on dit que ce sera Limoux qui aura la 4e étape en direction de Foix. Il précise que le départ de 5e étape aura probablement lieu à Lavelanet. Ouais, alors c'est un peu quand même brouillon, je trouve, ces étapes-ci. Par contre, en tout cas, la 6e étape, ce serait entre Pau et Gavarnie-Cèdre. Ce qui voudrait dire 4 étapes proches des Pyrénées. Et Gavarnie-Cèdre, ça pourrait être très intéressant parce qu'on arriverait à Gavarnie en altitude. Et ça serait intéressant. Et ce serait une arrivée exceptionnelle au pied du cirque, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça ferait des incroyables images. Par rapport aux réservations d'hôtels à Pau, bon après on sait que Pau, il y a tous les ans le Tour de France. Pour l'arrivée, il s'agirait de quelque chose d'inédit car jamais le Tour n'a connu d'arrivée à Gavarnie, mais ça promet donc des images à couper le souffle. De beauté en tout cas. Par contre, entre Lannemezan et Pau, on trouve donc l'étape de la veille, on trouve également quelques précisions de cette étape et notamment concernant son arrivée. Le journal indique en effet que celle-ci aura lieu au niveau de la station de Gavarnie-Cèdre aux Espécèdres à 1850 mètres d'altitude. Et l'obélisque et le sous-l'or pourraient être au menu de cette étape. Donc ça pourrait être assez intéressant. Par contre, l'étape 7, on arriverait à Bordeaux, comme en 2023 et en 2010, qui est la deuxième ville à avoir accueilli le plus de fois le Tour de France devant Pau et derrière Paris. L'absence de mention de Bordeaux a donc pris fin. Tac, tac, tac. On devrait connaître une arrivée probablement au sprint pour ce qui serait de la 83e visite du Tour de France dans cette commune. Le maire verrait le Tour seulement 3 ans après. Il se souvient pas mal de l'ambiance. Alors on n'a pas eu de départ en tout cas, pas de rumeur sur le départ, mais on aurait une arrivée à Bordeaux. Périgueux, Bergerac. Et ce serait 100% Dordogne. Et ça va être très intéressant. Christian Prudhomme répondait de façon beaucoup trop complice à Laurent Jalabert quand celui-ci évoquait un passage en Dordogne pour qu'il n'y ait pas d'anguille sous roche. En tout cas en 2025, ici Dordogne. Sud-Ouest indique qu'il n'était pas exclu que le peloton passe en Dordogne en s'appuyant aussi sur une déclaration du maire d'Ussel qui finalement s'avérait être pas tout à fait juste à ce sujet, évoquant une étape entre Bergerac et Ussel. Toutefois, la Dordogne est venu confirmer lui-même directement, le président du département de Dordogne-Périgord, que le Tour connaîtrait une étape 100% Dordogne le 11 juillet, donc le vendredi. Le samedi, donc ce serait Bordeaux le vendredi, comme en 2023 au final, un vendredi à Bordeaux.
annonçant un retour du Tour depuis 2017, avait seulement été traversé en 2023, mais avait alors également reçu le Tour de France Femmes. Et ça s'annonce intéressant, une terre de caractère évidemment, pas mal de gastronomie et des beaux paysages, on peut penser à Sarlat notamment, où j'y étais justement cet été, pas mal de châteaux vraiment, ça s'annonce assez intéressant. Et on pourrait connaître la même étape entre Bergerac et Périgueux, ce qui veut dire les mêmes éléments qui étaient Périgueux-Bergerac, par contre, dans l'inverse de l'étape remportée par Kittel en 2017, mais rien ne le confirme. Définitivement, à ce stade, bon, on peut parler, pourquoi pas, de Cyrano Bergerac, enfin, il y aura beaucoup de choses. Alors, remporté par Kittel, relié une autre ville en Dordogne, le Tour de France avait connu une arrivée à Montignac-Lascaux, la grotte de Lascaux, si du coup, dans ce cas-là. Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'il s'agira d'une étape en ligne. Seul Germinal Perrault, président du conseil départemental, et Christian Prudhomme et Gounou doivent connaître à ce stade car le premier a proposé les villes à Prudhomme qui les a validées. Le 19 octobre, finalement, un des éditeurs de ce site est venu m'apporter une réponse montrant que Bergerac sera ville d'arrivée sur cette étape. Possible donc qu'on se dirige vers un remake Périgueux-Bergerac qu'il faudrait confirmer. Étape 9, Malemort-Ussel. Donc on reste dans ces environs-ci. A décidé de briser le silence qui règne habituellement autour des étapes du Tour. Cela paraît surprenant, mais le premier, donc le maire du Sel, Christophe Arfelière, a raconté en tout cas au journal La Montagne qu'il avait eu la confirmation d'un appel de Prud'homme au mois de mai. Il était alors encore évoqué au départ de Bergerac, mais comme le rappelait Sud-Ouest avec l'annonce de la Dordogne, d'une étape 100% Dordogne justement, ce ne sera finalement pas le cas et le départ devrait avoir lieu en dehors du département. Mais au mois de septembre, on nous a dit finalement que Brive-la-Gaillarde, d'où environ dans le titre, car le populaire centre, le départ de cette étape, qui serait 100% corrézienne finalement, devrait finalement avoir lieu à Malemort. Donc on est collé à Brive-la-Gaillarde. Le journal fait des supputations, mais on ne connaît pas plus de détails sur le déroulé de cette étape 100% corrézienne. Donc il pourrait y avoir une étape 100% corrézienne finalement. Parce que Ussel, je pensais que c'était en Corrèze, visiblement. Pas en Corrèze. Ussel, qui est une commune. Oui, dans la Corrèze, pardon. Donc, oui, Corrèze, ça pourrait être assez intéressant. Un retour dans ce département où c'était notamment la victoire de Marc Hirschi en 2020 à Saran, justement. On sera pas très loin des terres de Jacques Chirac, notamment l'ancien président, mais un autre ancien président aussi, les terres d'un certain François Hollande. Donc voilà, on serait de retour en Corrèze, ça pourrait être assez intéressant. Par contre, étape 10, 14 juillet, vous savez que c'est une étape généralement l'une des plus suivies, le 14 juillet sur France Télévisions. Et donc là, étape de montagne, Aurillac, le Lioran. C'est aussi pour ça qu'on avait 10 étapes de suite sur Tour de France, comme en 2019. Ou en 2000 notamment, c'était... non, enfin 2019, c'est différent, c'est que le 14 juillet est un dimanche. Par contre, en 2014, c'était un 14 juillet, l'étape de la super plan, enfin de la planche de Belfi. Le 14 juillet, fête nationale sur une étape 100% Cantal, Aurillac, le Lioran, où Vingegaard s'est imposé une demi-roue devant Pogacar. On y retournerait 2 ans après. Et donc, l'enchaînement, comme habituel, puis Marie col de Pertu. Je pense qu'on a quand même le col de Néron, avec puis Marie Pertu et Foncère, l'arrivée en montée en plus, aussi, où s'était imposé Van Avermaet en 2016. Donc, ça pourrait être une étape assez intéressante. Et on sait que pas mal de ces étapes sont très intéressantes dans le Massif central. Les étapes de moyenne montagne aussi, il y a beaucoup de spectacles d'habitude. Donc, ça pourrait être assez intéressant de ce point de vue. Si en ce qui concerne la 11e étape, on serait Vichy-Nevers. Sur cette étape, on arrive regardant les circuits automobiles empruntés par le Tour de France. Le centre annoncé le 16 octobre est revu sur l'arrivée de cette étape et le départ du lendemain. Le journal évoque une arrivée et un départ sur le circuit de Manicourt et à Nevers, sans a priori pouvoir indiquer lequel sera retenu pour l'arrivée et lequel pour le départ. Hormis les circuits au milieu d'une étape comme cette année à Charade, ou même on peut penser à Spa-Francorchamps en 2017, c'est plutôt privilégié pour des arrivées comme à Nogaro justement. Et il y a encore eu des départs parfois même sur une même étape, circuit qui a connu les deux comme ça a été le cas la dernière fois sur le circuit de Nogaro, en espérant qu'on évitera toute éventuelle chute cette fois-ci. On pourrait donc croire que l'arrivée cette étape aura lieu sur le circuit de Manicourt qui avait eu de la Formule 1 à une époque notamment, même si ces derniers jours indique avoir pu recouper de nouvelles informations en permettant de dire que l'arrivée de cette étape aura lieu à Nevers. Et par contre, François Bourgogne disait quand même le 16 que on tiendrait a priori une étape,
enfin la confirmation que une arrivée sur le circuit de Manicourt et un départ à Nevers. Donc les deux, Nevers-Manicourt pourraient être pris. 12e étape, ce serait, ah non, ce serait peut-être circuit de Manicourt. Donc ce serait arrivé à Nevers et le circuit serait en départ jusqu'à Chalon-sur-Saône pour la 12e étape, où s'est imposé Dylan Groenewegen en 2016, en 2019, pardon. Le journal Saône-et-Loire confirme que l'arrivée sera Chalon-sur-Saône. C'était arrivé en léger faux plat ce jour-là. Le centre nous fait donc finalement inverser l'arrivée de la veille, car le départ de cette étape serait prévu sur la grille de départ de Manicourt. Le journal rappelle à cette occasion qu'ASO avait aimé lors du contre-la-montre de Paris-Nice cette année l'utilisation des paddocks le long de la grille pour le départ du circuit pour abriter les équipes et la logistique. C'est vrai que ça peut être assez intéressant ça finalement. Donc en tout cas, on aurait une arrivée à Chalon-sur-Saône. Très bien. Par contre, Dole, Belfort 13e étape, ça pourrait être assez intéressant. Pourquoi pas du relief sur cette étape. Justement, on perd un peu la trace du parcours, ils le disent, même si on peut tentativement rapprocher cela de l'annonce du progrès qui rapporte qu'on serait dans le Jura selon Jérôme Fassener, qui est le président du conseil départemental, que le tour passe par son département. Par contre, le tour repassera dans le Jura l'année prochaine, il avait indiqué cela. On aurait précisément de la ah voilà, il évoque une possible arrivée en Alsace, au Champ-le-Feu, dans la station, le Champ du Feu, pardon. Point culminant du département et seule station de ski du Bas-Rhin. Mais si on revient un peu plus sur les updates plus récents, notamment le 1er octobre, on indique que le 6 septembre dernier, le Tour de France retournerait dans le Jura. Donc ça, on le savait. Que le département bénéficierait de 3 visites du Tour de France, donc hommes et femmes. Et à 2 reprises le Tour de France 2026, hommes, pour des départs d'étape. Et que la 3e visite serait le Tour de France femmes, pour une arrivée. Pour ce qui concerne le Tour de France 2026, le journal annonce entre autres un départ depuis Dole en direction de Belfort. Donc ce qui était, pourquoi pas tendu. Par contre, on partirait de Mulhouse pour pourquoi pas le Marchten 14e étape. Donc il y aura pas mal de difficultés. On retrouve le Marchten depuis la victoire de Pogacar en 2023 et le fameux virage Pinot. Et justement, si on va regarder un peu plus proche, le 20 octobre, donc c'était justement il y a 2 jours, l'Est républicain a finalement fait son article rectificatif, mais c'est quand même surprenant que ce soit le Dauphiné libéré. Non, c'était le 10 octobre, pardon, le 20 octobre. Ici, Alsace annonce une arrivée au Marchstein précédée par une montée inédite via le col du Hague depuis Saint-Amarin, 11 km d'ascension à 7,4%, ce qui devrait en faire le premier col hors catégorie du massif vosgien après un passage par le Grand Ballon et la vallée de Saint-Amarin. Toutefois, le Dauphiné libéré avait dit en le 10 octobre qu'il n'y aurait pas d'arrivée à la planche des Belles-Filles, mais qui serait par contre la planche des Belles-Filles en 2027. Bon, la super planche des Belles-Filles, c'est vrai que ça fait quand même, on a eu pas mal. 2012, 2014, 2017, 2019, 2020, 2022. Hommes, femmes, et plus depuis mai 2010. Et même encore en 2020 sur le chrono, il disait qu'on l'aurait potentiellement en 2021. À Font-Ferrand, pour raconter enfin la légende de cette étape qu'on connaît. Par contre, 15e étape, ça s'annonce intéressant, entre guillemets, de la haute montagne. Champagnole, plateau de Solaison. 2 jours après le départ de Dole, le Tour de France serait de retour dans le Jura. Le progrès annoncé, c'était le 1er octobre. Un départ de Champagnole, si cela s'en confirme, un transfert important attendrait donc les coureurs le samedi 18 juillet au soir entre la planche des Belles-Filles, ou le marché du coup, et la zone autour de Champagnole. Le journal annonce par ailleurs le lieu d'arrivée de cette étape qui serait à Thonon-les-Bains, ça on était au 1er octobre. Le 10 octobre, le Dauphiné libéré. Dans un article flou, prône le plateau de Solaison serait choisi pour une arrivée au sommet, l'information que nous avions déjà depuis l'article Dauphiné mentionné pour la 6e étape ci-dessous, alors pour un contre-la-montre, mais qui avait l'air d'avoir du plomb dans l'aile. Finalement, il s'agirait donc d'une arrivée d'étape en ligne, et ce, si on doit en croire l'ordre de présentation des éléments de l'article Dauphiné, qui ajoute tout de même à confirmer à 3 reprises en un article qui est censé apporter des précisions pour cette étape arrivant dans les Alpes et donc en provenance de Champagnole, si l'information de progrès est bonne. Bon, repos à Thonon-les-Bains. J'ai pas dit le repos de la première semaine où est-ce qu'il avait lieu. Il aurait lieu dans le Cantal, ce qui est logique par rapport à l'étape qui suit, pardon. On va quand même revenir. C'est peut-être un peu flou pour le moment, mais je reviendrai après sur tout entre guillemets. On va venir donc sur une 16e étape qui serait Thonon-les-Bains-Évian.
ou l'inverse, pour un chrono individuel, serait une étape alpestre devrait donc être au programme. Sans savoir si cela correspond ou non à cette étape, ou plutôt à la sortie des Alpes, mentionnons le fait que le Dauphiné annonce un retour du Tour de France en Haute-Savoie en 2006 et 2007 dans le contexte des super championnats du monde de l'UCI en 2027 qui regroupe toutes les disciplines en même temps comme des sortes de Jeux Olympiques à un an d'échéance justement olympique. On serait en Haute-Savoie sauf pour la piste, mais en Haute-Savoie notamment avec la côte de Domancy pour la course élite hommes et élite femmes sur route, même les courses tout simplement sur route. Par contre, nous expliquons dans les petits secrets d'organisation et plus précisément pour 2026 un chrono au plateau de Solisson. Mais le 10 octobre, le Dauphiné découvre donc que le contre-la-montre individuel se positionnerait potentiellement le lendemain du deuxième jour de repos pour un départ dans cette ville côté sud du lac Léman en direction d'Évian-les-Bains. Même si là aussi le journal ajoute que cela peut se confirmer et indique même que l'épreuve chronométrée pourrait avoir lieu en sens inverse. L'étape 17 est un peu floue, on nous annonce juste une arrivée à Chambéry. J'ai juste quand même redescendre parce que j'avoue que là ça commence à être un peu flou. On nous annonce étape 17 juste près de Chambéry, on nous annonce pas grand chose. Ouais, par contre étape 20, étape 19, là on perd un peu, j'avoue que Vélo Viveur c'est intéressant. Mais il y a 2-3 choses un peu bizarres quand même. Donc on arriverait à Chambéry. Fin juillet, le Dauphiné est resté extrêmement flou sur le sujet, mais selon l'information, ce serait une arrivée d'étape le 22 juillet. Comme ils l'ont vu ci-dessous, l'arrivée à l'Alpe d'Huez le 22 juillet reste une option, mais il se peut également que finalement elle aurait lieu le 24 juillet. Dommage que la presse locale ne nous ait toujours pas donné plus de clarté dessus. Bon, ne précise pas en soi cette question de l'Alpe d'Huez le 22 ou le 24, ce qui serait assez intéressant parce que le 24 on serait un vendredi, le 22 on serait un mercredi. Après les étapes du mercredi sont suivies, oui les étapes du mercredi sont suivies. Moins cette année pour l'étape remportée par Jonathan Milan. Les étapes Alpes c'était très suivi. C'est vrai que j'ai pas parlé des audiences du Tour de France. On en parlera peut-être demain quand je ferai le point média. Que j'ai toujours pas fait depuis janvier, même depuis la fin de l'année dernière. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on en parlera demain. Voiron, Orsières, Merlette, par contre. Et parce que on sait pas les bouts du puzzle si l'Alpe c'est le 24 ou le 22. Par contre, on serait Voiron, Orsières, Merlette. Donc Voiron qui était une arrivée d'étape de la Vuelta cette année où David Gaudu a pris le jaune et que Turner s'est imposé, mais qui partait d'Italie. Et justement, le Dauphiné nous annonce ce soir qu'il pourrait y avoir une arrivée d'étape à Orsières-Merlette. Le journal n'évoque pas le lieu de départ et mentionne en potentiel destinataire de l'étape du lendemain l'Alpe d'Huez. Le 1er octobre, on nous a annoncé que l'Alpe d'Huez serait le 26, reste une option, mais il se peut également que ça aura lieu le 24. Auquel cas, le départ de cette étape se terminerait à proximité de Grenoble et on peut penser à Voiron qui avait vu l'arrivée d'une étape de la Vuelta cette année. Et Dauphiné confirme dans son article du jour que Voiron sera à la carte du Tour 2026, c'était au 10 octobre. Et si on arrive à Sermelette, évidemment Lucio Cagna face à Merckx, mais aussi Primož Roglic en 2020 qui s'y était imposé. C'est une ascension à 6% de pente moyenne. Par contre, le Dauphiné, le départ de cette étape pourrait donc avoir lieu à Gap. Pour la 19e étape, Gap Alpe d'Huez. Et là, il y a de la matière, entre guillemets. Gap, avec la suggestion à cette première vue surprenante du Dauphiné dans ce même article, une éventuelle étape en direction de l'Alpe d'Huez pourrait donc tout de même se confirmer. En effet, il y a des indices qui montrent que finalement, au soir de cette étape, on serait de retour dans ce coin et cela pourrait donc indiquer un aller-retour dans ce coin des Alpes avec d'abord une descente du nord au sud puis une remontée du sud au nord. Ou alors, là, on nous met le 19 octobre, donc c'est tout récent. Ce serait pourquoi pas l'Alpe d'Huez le 20. Ce qui pourrait être intéressant, ça fait penser pour la 20e étape, pardon, le 25 juillet, pas le 20. 20e étape, ça peut faire penser à la victoire de Thibaut Pinot. Et même une Alpe d'Huez veille d'arrivée, c'est intéressant une étape de montagne parce que ça ferait pas mal d'audience. On peut penser à la dernière étape de Thibaut Pinot en 2023, mais c'est vrai que même en 2024, dans une moindre mesure, parce que le Tour de France 2024 était passé, si je rappelle, en 2023 de moyenne à 4,25 millions de téléspectateurs à 3 millions de moyenne en 2024, contexte de Jeux Olympiques de Paris, d'élections législatives et de l'Euro, tout simplement oblige. Cette année, on est passé de 3,07 millions à 3,7 millions entre 2024 et 2025. Mais c'était une des étapes les plus suivies, à plus de 4 millions, je crois 4,4, 4,5 millions l'étape 20. Donc ça peut être assez intéressant. Et cette étape reste floue pour l'instant. On devrait y avoir une sortie des Alpes, peut-être en commençant une remontée vers Paris, à moins qu'un chrono soit au programme ce jour. Sauf que, en 19 octobre, donc il y a 3 jours,
Selon les informations, Amaury Organisation, donc il y a ESSO qui organise le tour, a réservé plusieurs hôtels au sommet de l'Alpe d'Huez au soir du 24 juillet. Dans ce contexte, quand les corps dorment au sommet de l'Alpe d'Huez, le départ du lendemain a toujours lieu au Bourdoisan. Le lendemain, il serait donc fort probable que ce soit également le cas le samedi 25 juillet 2026 pour le Tour 2026. En ce qui concerne la destination de l'étape, rien n'a flirté, et comme il n'est pas nécessaire de réserver des hôtels en grand nombre au même endroit pour le soir de cette étape, dans la mesure où tout le monde commence à se déplacer vers Paris, il n'est pas facile de se baser pour une quelconque information de ce côté-là. Ces derniers jours, il se dit ici là, tout de même qu'une nouvelle montée de l'Alpe d'Huez pourrait être au programme le lendemain de l'arrivée en provenance de Gap. Localement, certains évoquent même un contre-la-montre au souvenir de 2004, encore en tête, et la difficulté pour les coureurs de se frayer un chemin déjà dans les conditions de l'époque. Il faudrait une sacrée organisation pour que cela se passe bien. Si on se base sur la présence d'un contre-la-montre du côté de Thonon et d'Evian quelques jours avant, une étape en ligne semblerait plus probable, mais en fonction de son profil, elle se préparerait alors parfaitement pour l'étape du Tour amateur également, donc l'étape du Tour. Si jamais cette arrivée à la PS se confirme également, pour cette étape, il serait la deuxième fois dans l'histoire du Tour après 2015 que la course se retrouve au sommet de l'Alpe à la veille de Paris. Et là, on repart dans les Yvelines pour la dernière étape qui serait les Mureaux, Paris-Champs-Élysées. Est-ce qu'on va repasser par Montmartre? Est-ce qu'on fait Montmartre une année sur deux? Ou tous les ans? ASO semble être très satisfait et le public aussi, donc je pense qu'on se dirige vers de nouveau Montmartre. Le départ d'étape, il serait sans doute trop tôt d'imaginer avoir des rumeurs, mais si les informations du journal Le Parisien de l'an dernier étaient justes, il devrait toujours exister un accord avec le département des Yvelines pour le départ de cette dernière étape du Tour de France 2026, ce serait jusqu'en 2029. Le 10 octobre, dans une interview à Actu 78, François Garret, donc, qui est le maire des Mureaux, indique d'abord que c'est au conseil départemental et à Pierre Bédier, président LR, de le décider avec Christian Prudhomme, avant d'ajouter: mais si demain ils choisissent les Mureaux pour la dernière étape du Tour, bien évidemment que nous serions heureux de l'accueillir, comme pour le grand départ de Paris-Nice chaque année. Actu 78 a posé cette question au maire de la commune, qui se trouve non loin de Mantes-la-Jolie, qui avait reçu le départ de la dernière étape cette année, et qui avait reçu en 2004 le départ de Paris-Nice, départ arrivé de la première étape, et même un passage intermédiaire. Il pourrait donc être une bonne candidate pour le départ de cette dernière étape du Tour de France. Alors, est-ce que ce serait pour le Tour 2026 ou plus tard? Le maire reste flou à ce sujet en évoquant dans le contexte de l'accord ponctuel entre les Yvelines et Tours jusqu'en 2029, simplement fait que pour une ville comme les Mureaux, qui est au centre de GPS et eau, ça pourrait être intéressant qu'on y soit d'ici à 2029. Donc GPS Haute, c'est l'intercommunalité Grand Paris Seine-et-Oise. Donc, tableau récapitulatif. On le sait que la première étape, c'est 19 km 700 entre Barcelone et Barcelone, chrono par équipe. On sait que ce sera Tarragone-Barcelone, 178 km pour Puncher. Le 5 juillet, qui peut être intéressant comme étape. Granollers, voir les angles pour la troisième étape. On pourra avoir Carcassonne-Foix ou Limoux pour le départ. Il faudra voir. Lannemezan-Pau pour la cinquième. La sixième, Pau-Gavarnie-Cèdre. Transition vers la Dordogne pour l'étape 7 avec une arrivée à Pau. Périgueux-Bergerac. Périgueux-Bergerac pour l'étape 8. Malemort-Ussel pour l'étape 9. Gros Pot dans le Cantal, l'étape 10. Aurillac, le Lioran. Vichy-Nevers, l'étape 11 et l'étape 12. Circuit de Manicourt, Chalon-sur-Saône, Dole, Belfort. Mulhouse, le Markstein pour le samedi. Champagnol, plateau de Solution. Donc là, on aura deux très belles étapes pour le week-end. Repos à Thonon-les-Bains. Chrono individuel au sens inverse ou dans cet ordre-là pour Thonon-les-Bains et Vian-les-Bains. Et là, cette étape est assez floue. L'étape 17, peut-être une arrivée proche de Chambéry, on ne sait pas. Voirons Orsières-Merlette sur le 23 juillet, donc l'étape 18. Le 24 juillet, ce serait Gap Alpe d'Huez. Ou alors, Bourdoisan, Alpe d'Huez pour la 20e étape. Et par contre, ce serait les Mureaux, Paris-Champs-Élysées. Ce serait un parcours un peu tortueux, on va pas se mentir. Un parcours étonnant, on va dire, pour ce Tour de France. Avec là, on prend quasiment pas l'est de la France, en tout cas le nord-est. L'ouest, non, mais cette année, étant donné qu'il y a eu la Normandie, même les Pays de la Loire, avec Laval notamment, ou Châteauroux, et la Bretagne, et le nord avec le Grand Départ, ASO veut que tous les 2 à 3 ans, un habitant de la France peut avoir le Tour de France à 1 heure de chez lui, en tout cas à moins de 100 bornes. Et du coup, cette partie-là est désertée pour ce cas-là.
comme le sud, la Provence-Alpes-Côte d'Azur notamment, ou la partie centrale de l'Occitanie, entre guillemets, genre l'Hérault par exemple et le Gard, mais il y a une arrivée à Nîmes. Et puis en 2024 et en 2023, 2025, pardon, on a eu un départ de Montpellier pour le Mont Ventoux. Et puis bah forcément Nice notamment en 2024 fait qu'on est moins dans cette région, même si on va jamais dans les Bouches-du-Rhône, c'est vrai, depuis 2017, qui est une région qui manque un peu ces derniers temps. Même le Var, on n'y va quasiment pas. Pourtant, c'est vrai qu'on peut se dire généralement c'est des villes de droite qui ont le Tour de France, mais le Var et les Bouches-du-Rhône sont des conseils départementaux. Il me semble qu'ils sont LR, je crois. En tout cas, c'est sûr pour les Bouches-du-Rhône. Le président du Var, c'est Jean-Louis Masson, conseiller départemental LR. Ouais, et Bouches-du-Rhône. Normalement, Bouches-du-Rhône, il me semble que c'est plus LR aussi. Donc, c'est même la présidente, il me semble. C'est Martine Vassal, ouais, parce qu'elle va tenter la mairie de Marseille, normalement. Donc, ouais, je trouve que c'est étonnant. On va pas se mentir. Deux, trois choses, ce Tour de France. Il m'intrigue ce parcours. Parce qu'on a des choses un peu étonnantes. On sait pas réellement tout le temps où est-ce qu'on va. Et notamment sur la dernière semaine. En tout cas, après avoir parlé longuement de l'édition 2026, et si on parlait, entre guillemets, quasiment 3 mois après, du Tour de France 2025, hommes et femmes. Pour commencer, on avait un tour du cinquantenaire de plusieurs éditions, vous le savez, des Champs-Élysées, pour l'arrivée, du maillot à pois, du maillot blanc aussi, et des 50 ans de Bernard Thévenet. Et sa première victoire. Par cela, on a eu un quadruplé de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui, comme sur la saison, a marché quasiment seul. Et c'est vrai qu'on a eu un Tadej Pogacar qui, on a senti à certains moments, entre guillemets, comment on pourrait expliquer, il était un peu seul. Il a voulu en garder un peu sur la pédale, mais il a été en totale démonstration sur cette édition 2025 Tadej Pogacar. Et à juste titre, bah, il a lâché entre guillemets du lest et marqué son territoire sur seulement une étape de montagne, qui a été l'étape remportée par lui-même, justement en direction de Périgueux pour le chrono, mais d'Otakam, après 2 victoires d'étape sur l'étape de Rouen et de Mur de Bretagne. Une équipe UAE qui était à ses côtés assez brouillonne, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu Almeida, un Adamiès qui faisait de temps en temps du rôle de coéquipier, mais qui était un peu lâché tôt. On a l'impression qu'il était un peu perdu sur cette épreuve à certains moments. Par contre, on a eu un excellent Narvaez, notamment pour faire le sprint pour lancer Pogacar au Takam. Mais même, il était bon en super bannière et même dans les Alpes. Une formation UAE que j'ai trouvé un peu moyenne, notamment Sivakov qui n'était pas là, mais on a eu du gros collectif côté UAE, notamment je pense à Nice Poli, Tati Mollens qui gagne son étape en direction notamment de Carcassonne qu'on parlait tout à l'heure. Donc il y avait une étape assez intéressante, enfin il y avait une UAE, entre guillemets, c'est vrai que dans la première partie d'étape qui était très forte, mais de l'autre côté, qui était assez bizarre, je pense notamment à Damiens, hein. Damiens finit 24ème du Tour de France, mais on l'a assez peu vu côté UAE. Est-ce qu'on peut filtrer notamment par équipe? Je pense qu'on va filtrer côté UAE. Bah, il y avait Marc Soler qu'on a assez peu vu. Il est vrai, Marc Soler. Enfin, Marc Soler fait pas mal de tempo. C'est vrai à certains moments. Mais ouais. On va dire que c'était étonnant. Toutefois, pour revenir à Pogacar. Bah, moi je me suis dit, est-ce que Vingegaard qui montait un peu en puissance sur le final? Alors, c'est vrai que Pogacar, sur certaines étapes, notamment je pense à sa dernière victoire d'étape, il était pas trop inquiété par Vingegaard, il a même baissé le rythme sur la fin. Étape, on a pu dire que Vingegaard voulait monter en condition parce qu'il n'avait pas couru entre mars et juin. Il semblait être plutôt satisfait de ses chiffres, peut-être qu'il se serait rapproché. Mais c'est vrai que Pogacar, bah, mine de rien, était en contrôle sur le Mont Ventoux ou même sur les étapes alpestres du col de la Lose ou évidemment de la Plagne. On était en contrôle, voilà, il mettait 2-3 attaques, mais Vingegaard qui n'a pas tout fait pour mettre en danger Pogacar, quitte à tout perdre. Notamment sur l'étape où on a la stratégie de la Visma. Alors il tente un peu sur le Mont Ventoux, mais c'est surtout sur l'étape de la Lose, où voilà, on fait rouler à fond des Van Aert, des Benoît. Mais de l'autre côté, et Campenert évidemment, mais Jorgensen il fait sa tactique un peu chelou à vouloir suivre sa lignée lui-même. Sa limonade, c'est celle que se sacrifie, mais puis après, bon, on se regarde. On essaie de remettre le tempo, mais sans plus. En plus, on a Jorgensen qui voulait suivre O'Connor qui explose totalement. Et du coup, on a une Visma Bike qui a pas réellement tenté ce jour-là. Et on a Vingegaard limite qui a amené un peu Pogacar. Bon,
C'est vrai qu'il n'a pas vraiment inquiété Tadej Pogacar sur cette épreuve. Voilà, même s'il fait 3ème sur la 2ème étape, Pogacar était un peu seul au monde. Il y a eu de la lassitude aussi pour lui, il faut le dire, en fin d'épreuve. À juste titre. Par contre, sur cette bataille-là, quel avenir entre guillemets pour la dualité Pogacar-Vingord? Vingord veut tester le Giro. Est-ce que Pogacar va retourner sur le Tour de France l'an prochain? Il a une victoire du record, donc il a tenté le record et pourquoi pas le battre. Vous savez que pour moi, le seul record qui m'embête un peu s'il est battu, c'est les 5 Tours de France. Mais je pense que ça va être assez intéressant de voir ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il est capable de se relancer, là, gagner la Volta sans trop, vraiment, on peut le dire aussi, d'une réelle opposition de Almeida qui a tenté, mais après c'est du Almeida, donc la UAE a beaucoup roulé, mais Almeida a monté souvent à son rythme. Faudra voir. Par contre, Jonas Vingegaard et la Visma aussi, peut-être qu'il a un peu plus pu fédérer autour de lui ces derniers temps sur la Volta, et il a une Volta qui va peut-être redonner confiance. Alors il tentera le Giro l'an prochain, notamment, ce qui va être assez intéressant. Est-ce que Pogacar tentera de gagner la Volta l'an prochain? Est-ce que les deux seront ensemble sur le Tour de France? Faudra voir. Toutefois, on a eu, et c'est assez rare, une bataille pour le maillot blanc. Parce que ces dernières années, c'était Remco, mais il était quasiment seul. On a eu Pogacar 4 années de suite, record absolu. Même Bernal en 2019, bah, c'est David Gaudu, mais il y a réellement pas, derrière lui, mais il n'y a pas trop de bagarre. Donc ça, et 2018, oui, c'était une bagarre, mais pas dans les premières positions du général entre Latour, Guillaume Martin, Bernal. Et donc au final, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de bataille pour le maillot blanc entre Lipovic et Oscar-Only. Qui était assez intéressante, Lipovic. Alors, on va parler de Roglic juste ici. Roglic, tout compliqué de la part de Roglic, qui m'a un peu étonné parce qu'on ne savait jamais si Roglic, un coup, il était. S'intéressait réellement le général. Il a tenté sur la 19ème étape parce que c'est un champion, voilà, de se dire écoutez, la seule chose qui m'intéresse, c'est le podium. Voilà, si je peux pas avoir le podium, et bah tant pis, je me relève et je finis tranquille, et je finis loin. Il a tenté avec du coup de panache, ça n'a pas marché pour lui. Bon, il s'est pas réellement tout le temps sacrifié pour Lipovic. C'est un coup, il était dans le groupe avec Lipovic sur Otakem, puis après, au final, Lipovic s'envole. Mon Ventoux finit une seconde devant Lipovic, mais sans peut-être trop se sacrifier. Un tour bizarre de Roglic qui semble être un peu déconnecté cette saison, comme c'est un champion du monde au final. Mais Oscar Only et Lipovic, ça a été une belle dualité. Il y a eu 1 minute 12 d'écart entre les deux. Oscar Only a craqué, c'est vrai, sur le sommet de l'étape qui arrivait à la Plagne. Il finit à 47 secondes. Un Lipovic qui a vraiment été intéressant. Voilà, bah, il est resté longtemps en chasse-patate derrière le groupe O'Connor et ça lui a été préjudiciable sur l'étape qui arrivait à la Lose. Au final, bah, il a explosé dans le final, forcément. Après avoir été seul, bah, forcément, il n'a pas été relayé. Donc, ça lui a posé problème parce que bah, il a dépensé plus d'énergie que s'il avait été dans les roues. Même face au vent aussi, il a pris beaucoup plus de vent. Donc, c'était logique qu'il craque. J'ai beaucoup aimé cette dualité, assez intéressante. Deux jeunes coureurs qui arrivent à s'immiscer là-dedans. Oscar Only, que j'attendais pas spécialement. Lipovic, bah, au final, on a le même podium que sur le dernier Dauphiné sur le Tour de France. Et face à une formation Red Bull Boransrud qui, l'an prochain, aura quand même dans ses rangs. Alors, il y aura Adrien Boissy qu'on va suivre, mais il y aura quand même bah, Remco Evenepoel qui arrivera. Qui aura toujours Giulio Pellizzari. Qui aura Inlay qui a fini 3ème de la dernière Vuelta. Qui aura un Vlasov, mais un Vlasov qui, bah, cette saison, il faut le dire, Vlasov a pas été réellement bon, quasiment transparent toute la saison, honnêtement. À part son maillot de meilleur grimpeur sur le Tour de Suisse. Pellizzari qui finit quand même 6ème de la Vuelta en craquant les l'Everest sur la dernière étape, mais avec une victoire d'étape. Et 5ème du Giro pour sa première saison à 2 grands tours. Un Jane Lake qui a été entre guillemets un peu plus retrouvé, qui fait une très belle saison de Jane Lake, il faut le dire, parce que c'est quand même bah, une 3ème place, non une 4ème place pardon, sur la Vuelta. La 3ème place c'est Pidcock. Bon, il abandonne sur le Giro, le Tour des Alpes, il finit 8ème du général, 5ème de Tirreno, donc il y a quand même des résultats intéressants pour lui, 9ème du Tour de la Communauté de Valence. Ouais, Roglic, on pouvait se poser la question pourquoi il n'était pas sur la Vuelta. Mais ça va être assez intéressant. Est-ce que Remco va se mettre au service. Enfin, Remco ne se mettra pas au service de Lipovic, mais est-ce qu'il n'y aura pas un problème entre leaders? Visiblement, Roglic semble vouloir rouler pour Remco Evenepoel. Mais est-ce que on aurait bah, même Daniel Felipe Martinez dans ce groupe aussi, dans cette équipe, Daniel Felipe Martinez qui a une saison compliquée, notamment son Giro 53ème où il était assez transparent, il est vrai,
Il a repris très tard au Tour du Pays Basque où il finit 88e. Bon, 7e de Liège-Bastogne, c'est son meilleur résultat de la saison. Même sur le Tour de Pologne, il finit 46e et il finit 47 de la Flèche Wallonne. 56 du Grand Prix Miguel Indurain. J'ai pas trouvé un très bon Daniel Felipe Martinez à 29 ans comme Vlasov. Les deux risquent de finir coéquipier dans cette formation-là. Et après, Roglic, il faudra voir, il a quand même 35 ans aussi. Est-ce qu'il va pas vouloir être capitaine de route, mais il est toujours capable de faire des résultats parce que Roglic, qu'on le veuille ou non, même s'il y a eu pas mal de chutes sur le Giro, bah, il finit quand même 8ème du Tour de France, ce qui n'est pas rien. Et il finit quand même vainqueur de Catalogne et 8ème du Tour d'Algarve. Donc il est encore capable de faire des résultats. Moi, ça m'intrigue cette formation, comment ça va pouvoir se régler. Remco Evenepoel, au final, si on revient sur le maillot blanc, il a abandonné, même il y avait quand même une dualité, on ira avec Vauclin tout à l'heure, mais je parlais côté français de Vauclin. Mais c'est vrai, qu'est-ce que ça peut donner notamment un certain tout simplement Remco Evenepoel. Bon, il jouera plus le maillot blanc en dernier, mais c'est vrai qu'avec sa côte fracturée, ça a redonné un peu de suspense, notamment pour la 13e place à un moment, même s'il abandonne. Et aussi, mine de rien, avec ce Tour de France, où je rappelle que le premier coureur, au-delà de l'heure, c'est le 13e du général. Bah ouais, on a eu. Alors, on va juste parler vite fait d'Ineos, qui a été sauvé sur ce Tour de France, même si on a un peu vu Laurence, par Thymen Arensman. Deux échappées, deux victoires, une en échappée et une. Enfin, il finit deuxième derrière Simon Yates au, euh, à l'arrivée au Mont d'Or, mais deux victoires où il résiste au groupe Pogacar. Il attaque surtout dans le final. Il fait une magnifique victoire d'étape, il est vrai, même si j'en ai quand même un peu parlé quand j'avais fait le débrief de la dernière semaine, et l'étape 20 et surtout l'étape 16 en vidéo à ce moment-là. Il fait vraiment un très très beau Tour de France. Moi j'étais un peu inquiet parce que c'est vrai que Arensman, quand on regarde son Giro, son Giro est moyen. Alors c'est vrai qu'il gagne, enfin il fait 2 du Tour des Alpes avec une magnifique victoire de 80 km d'échappée. Il finit 3ème de Paris-Nice, donc c'est des bons résultats. Tour de la Communauté de Valence 4ème, bon après il finit quand même 19ème, 17ème pardon du Tour d'Algarve. Mais ouais, son Giro est compliqué, il finit 29ème, mais il explose totalement en fin de Tour de France, enfin en fin de Giro, il est 9ème au soir de l'étape 15, puis après il passe l'étape 16, 15ème, 23ème, entre les étapes 17 et 18, et puis ouais, 29ème du général sur les deux dernières étapes de montagne. Mais surtout qu'on a pour lui, il finit quand même son 3ème à Champelux, qui est 55ème à Céstrière. Peut-être un enchaînement de jours de course à un moment, il en fait 76. Au final, il a été bon sur le Tour de France. Et peut-être que ça peut être un des leaders d'avenir de la formation Ineos, parce qu'il y a Bernal qui a une difficulté peut-être à enchaîner les jours de course à haute intensité, même s'il a gagné une étape sur Volta. Mais il y a aussi un certain Kevin Vauclin qui arrive. Ça peut être deux leaders assez intéressants dans cette équipe, aux côtés d'un Carlos Rodriguez qui a eu une saison compliquée. Rodriguez, il est vrai, il faut le dire, Carlos Rodriguez a eu une saison plutôt compliquée. Pour sa part, Carlos Rodriguez, si tu regardes Rodriguez, sa saison, elle est pas bonne. Parce qu'il finit, il abandonne le Tour de France où il était 10ème du général, même s'il attaque un peu sur l'étape du Ventoux. Il finit avec fracture du bassin. Le Dauphiné, il finit 9ème. Mais 9ème du général du Dauphiné, il est battu par Paul Sexas. Peu jeune coureur au départ de l'histoire d'un critérium du Dauphiné. Il faut le préciser. Il finit 8ème. Et un Sexas qui perd 2 places sur la dernière étape, avec une chute dans la dernière montée aussi, où il finit avec un guidon de travers, avec son équipe se sacrifie pour lui. Avec un Jorgensen, un masque qui finit devant lui. Mais il finit très loin sur le Dauphiné. Bon, il finit quand même devant Guillaume Martin qui fait un mauvais Tour de France, donc il faut le dire. Voilà. Mais Arensman a fait un très très beau Tour de France. Et pour revenir sur ce Tour de France, justement, si on a eu un beau duel pour le classement général, il est vrai. Pogacar qui a fait seulement 50 jours de course cette saison-ci. Sur ce Tour de France, si on regarde le classement général, je voulais quand même souligner d'autres choses. Notamment Benelli, je m'attendais pas du tout à voir à ce niveau-là, mais il a été offensif. De toute façon, il a fait 3 échappées à chaque fois, il a été performant. Victoire à Vire, prise du maillot jaune, pardon, en ce qui concerne l'étape tout simplement du Mont d'Or, et son échappée où il finit deuxième derrière Valentin Pinte au Mont Ventoux. Et c'est ça qui est intéressant sur Benelli, c'est que je m'attendais pas à le voir aussi performant sur le Grand Tour. Alors, il finit quasiment une demi-heure, hein, mais avec des échappées. Mais c'est vrai qu'on a été sur un Tour de France où il y a eu des écarts assez larges, et ça fait que on a des coureurs comme Benelli qu'on ne pouvait peut-être pas attendre à ce niveau-là, qui vont chercher une place aussi élevée. Et ça peut être intéressant pour lui de voir qu'il arrive à tenir 3 semaines de course à ce niveau-là. Ça peut être assez intéressant pour lui à l'avenir. Dans une formation IF où on a un Richard Carapaz qui a peu couru en seconde partie de saison, et un Richard Carapaz qui a dépassé la trentaine, Richard Carapaz. Hein. Et au final,
Ils ont que 19 coureurs sous contrat pour l'an prochain, IF. Mais ils ont un Richard Carapaz n'est pas sous contrat d'ailleurs. Richard Carapaz n'est pas sous contrat pour l'an prochain. Alors il a 32 ans, Carapaz, mais est-ce qu'il va toujours jouer le général? Bon, il finit quand même troisième d'un Giro, hein. C'est pas alarmant. Mais attention. Et pour revenir au classement général de ce Tour de France, qui a laissé des espaces à des coureurs qu'on attendait peut-être moins, bah on a eu un Félix Gall. Alors Félix Gall qui cette année fait quand même 8ème de la Volta, 2 top 10 sur Grand Tour. Il a perdu pas spécialement, enfin il a perdu du temps sur les contre-la-montre, mais il a su le compenser en montagne avec des coureurs qui baissaient dans la hiérarchie par rapport à lui. Et bah Johannessen qui est monté en puissance et qui a fait un très bon Tour de France à la suite d'un Dauphiné où je m'attendais pas à ce qu'il finisse 5ème. Il a été excellent. Il a su montrer qu'il pouvait tenir 3 semaines, pas en classement général, même si ces dernières années, sur ces 2 premiers Tours de France, on avait vu qu'il était en capacité d'aller chercher des places. Je le pense notamment, enfin des places, forcément sa victoire, enfin son échappée derrière Pogacar et Vingegaard, où il doit finir 3ème, c'est notamment c'est à Kortrijk en Basque. Même si sur le Tour de France cette année-là, il finit très loin, il finit 86ème, il finit 3ème. Ouais, c'est sa 3ème ce jour-là. Ouais, c'est un coureur assez intéressant, il faut le dire. Il finit quand même 6ème d'un Tour de France. À un moment, il est peut-être abandonné, enfin arrêté sa carrière parce qu'il avait des problèmes au genou. 5ème d'un Dauphiné, 6ème du Tour de France. Pour un ancien vainqueur du Tour de l'avenir, il montre, mine de rien, alors il a 26 ans, hein, mais il montre peut-être que sa maturité arrive un peu plus tardivement. Et comme j'ai dit, il avait des problèmes de genoux qui l'ont peut-être ralenti malgré sa victoire. Je pense notamment d'étape et le général du Tour. Ouais, ça, c'était de l'Étoile de Bessèges en 2000. Il remporte pas l'Étoile de Bessèges en 2022. Pour moi, il l'a remporté Bessèges en 2022. Non, il finit 3ème du général. Ah, il s'est gagné une étape du Mont Bouquet, oui, mais oui, bah, il finit 3ème du général parce qu'il y avait Benjamin Thomas qui avait remporté, c'est vrai. Le général, j'avais totalement zappé sur une seconde. Mais très beau Tour de France pour sa part. Et lui et Félix Gall, ça peut peut-être les rassurer en pur grimpeur sur un tour qui avait pas mal d'étapes de montagne avec du fort dénivelé, qui ont de la capacité toujours et qui progressent peut-être dans la hiérarchie, même si on avait pas mal de coureurs qui jouaient sur tous les victoires d'étape. Justement, on va parler peut-être maintenant des sprinters. Pourquoi les sprinters? Parce que c'est vrai qu'on a eu une hiérarchie mondiale qui a été, il faut le dire, présente. On a Philipsen qui gagne une première étape, où Merlier et Milan n'étaient pas là, en confrontation directe. Milan a battu Merlier. Merlier a battu Milan, mais les deux étaient très forts. Et au sommet de ce sprint mondial, on a eu les 3 meilleurs sprinters du monde qui étaient au départ du Tour de France et qui ont performé justement à ce niveau-là. Milan gagne 2 victoires d'étape, ou Merlier tombe, ou alors un problème mécanique. Mais ouais, la Elite qui gagne avec le Cyclamen sur le Giro et le maillot vert sur la Volta de Mats Pedersen. Et du coup, le maillot vert de Milan sur le Tour de France gagne les 3 maillots distinctifs du classement par points. C'est assez intéressant. Et ouais, Milan a réalisé un très très bon Tour de France, honnêtement, il faut le dire. En termes de points, il a gagné le Japan Cup Critérium. Il est solide, il faut le dire. C'était son objectif. On pouvait se poser la question, est-ce qu'il arriverait tout le temps à être présent? Parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'étapes, notamment sur le Dauphiné, où dans les bosses, il était en difficulté. C'est intéressant pour lui, ce Tour de France. Est-ce qu'il va vouloir retourner l'an prochain sur le Giro? Pourquoi je dis ça? Parce que le Giro l'an prochain, il voudra peut-être y retourner. Et Pedersen de retour sur un Tour de France. Mais honnêtement, lui et Milan se sont laissé des grandes passes d'armes. Des très bons sprints entre les deux. Merlier qui jouait pas réellement le maillot vert, mais qui a quand même 2 victoires d'étape quand il n'avait pas de problème mécanique. Merlier, bon, il arrive un peu plus tard, entre guillemets, sur la route. Mais il a quand même 32 ans. Toujours très très bien placé, même s'il n'a pas un train hyper large comme a Jonathan Milan. Toujours très très bien placé. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant entre les deux. Et ouais, il arrive toujours avec du vent de face à être performant avec du gros baquet, alors que Milan lui broie des vélos. Mais ouais, la hiérarchie du sprint mondial, on a toujours les deux au sommet. Peut-être que des Mathieu Brennan, des Olaf Koy, des. Pourquoi pas même un Arnaud Delis ou un Paul Magny peuvent revenir à ce niveau-là, ou Pedersen à l'avenir. Ça va être assez intéressant. Enfin, Pedersen est peut-être moins fort en vitesse pure maintenant, mais ça va être assez intéressant. Et je voulais quand même parler. Bon, on a parlé du maillot à poids dans une autre série. J'ai parlé de pas mal de coureurs. On va peut-être faire le bilan français sur ce Tour de France. Alors, c'est vrai que je fais assez rapidement, il faut le dire. Montmartre,
On va juste parler de Montmartre. C'était un final vraiment incroyable. Pas mal de téléspectateurs, il faut le dire à ce moment-là, qu'on en parlera, je pense peut-être demain de Montmartre, si c'est au programme du parcours du prochain tour. Mais j'ai adoré cette étape-ci, qui redonne un peu d'intérêt, même si l'étape des champs est souvent très suivie, il est vrai. Et j'avais envie de dire, ça c'est intéressant, une bataille urbaine en mode classique, avec un maillot jaune et un 7ème général final qui se sont donnés à fond sur cette étape-là, même si le temps était gelé, et ça donnait des immenses images avec le public. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un moment, peut-être une lassitude, d'une manière générale, du public, à force de tout simplement de réaliser tout le temps la même étape? C'est possible. Est-ce qu'il y aura toujours la même ambiance? Est-ce qu'il y aura toujours le même spectacle? Je ne sais pas. Et est-ce que les sprinters ne vont plus venir sur le Tour de France parce que cette étape ne leur conviendra plus? Est-ce qu'il y aura peut-être pas aussi un moment, une difficulté à sécuriser cette étape, même si ça a été le cas? Et en termes de sécurité des coureurs, ça peut être dangereux. Là, on a eu des pavés mouillés, mais il faudra voir sur un autre contexte. Toutefois, et aussi beaucoup de coureurs qui voudraient ne plus faire la course. Toutefois, on va pas écouter français, qui a un bon bilan. Parce que certes, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de victoires d'étape, il y en a une. Je m'attendais honnêtement peut-être à. J'avais dit 3 comme l'an dernier, mais honnêtement, une victoire d'étape qui est peut-être sur l'une des deux plus belles étapes du Tour de France en termes de parcours et de renommée et en termes de spectacle pour Valentin Paré-Pinte au sommet du Mont Ventoux. C'était un des coureurs qui était une chance de victoire d'étape. Alors Pasteur nous disait au moment du grand départ qu'on allait avoir des victoires d'étape sur le Tour de France côté français. Oui, il y a seulement 2 fois en 1923 et en 1999 où il n'y a pas eu de victoire d'étape française. Vous savez que pour moi, s'il n'y a pas de victoire d'étape française sur le Tour de France, c'est un peu une honte parce que à partir du moment où tu es au classement ici par nation, bon certes la 6ème nation, mais sur PSS, parce que Lucie, sur leur classement par nation, prennent les 8 meilleurs coureurs en termes de points, mais sur PSS, on prend les performances de tous les coureurs d'une nationalité, mais que jusqu'à cette fin de saison 2005, tu étais le pays qui avait le plus d'équipes en World Tour, le plus de coureurs en World Tour, que tu es le pays qui organise les courses les plus prestigieuses, que tu as une grande tradition cycliste en France et que tu as des bons coureurs, tu te dois d'avoir des victoires d'étape. Alors on a pas mal de profils puncher, il est vrai, mais on avait vraiment des chances de victoire d'étape. On en remporte une avec un Valentin Pépin qui, après une victoire d'étape sur le Tour d'Oman cette saison, devant quand même Simon Yates, Adam Yates, pardon, et David Gaudu, remporte, c'était au sommet pardon, de Green Mountain, malgré une longue blessure. Pas beaucoup de jours de course, enfin 57, mais il abandonne la Vuelta. Il finit 6ème de la Muscat Classique, mais ouais, 2ème du général du Tour d'Oman. Tirreno, il finit 38ème, il abandonne le Tour de Catalogne avec sa fracture du sacrum. Dauphiné, il finit 51ème, où il était peu en place, il est vrai, pour s'imposer. Mais ouais, le Tour de France, il réalise une sacrée performance sur cette étape-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait réellement des aussi grosses capacités en termes de punch sur une étape comme celle-ci, entre guillemets. Parce que c'est vrai que je me dis Benelli est un grand puncher, mais il a des grandes capacités en point de vitesse par rapport à Eli, justement, sur un sprint comme celui-ci. Valentin Paré-Pinte, mais surtout on a Valentin Paré-Pinte. Forcément, c'est un sprint en montagne, donc un sprint qui est court, mais il a des grandes capacités de puissance et d'explosivité, malgré son faible gabarit. Valentin Paré-Pinte. Il a été énorme sur cette étape-ci, donc on a eu une victoire d'étape française. Voilà, le contrat est rempli là-dessus. Et aussi, beaucoup n'étaient peut-être. Voilà, je me souviens, First Team Sport, quand il faisait roue libre en mars, disait peut-être que Romain Grégoire sera le meilleur français au classement général du tour, peut-être pas dans le top 10, etc. Par rapport aux autres performances. Moi, je me suis dit, on allait dans le top 10. Pourquoi pas un Lenny Martinez? C'est vrai que Lenny Martinez visait victoire d'étape et pas général, mais on peut se dire, avec les écarts, hein, comme j'ai dit, le premier coureur au-delà de l'heure, c'est le 13ème du général. On aurait pu se dire, pour un team Merlier, pour un Lenny Martinez, pardon, ouais, tu perds un peu de temps, mais avec une ou deux échappées et une victoire d'étape, tu peux revenir dans le top 10, pourquoi pas. Ou même un Guillaume Martin qui, Guillaume Martin fait 12ème, comme j'ai dit, du Tour du Pays Basque, finit 10ème du Dauphiné, donc il pouvait monter en puissance là-dessus. Finit 6ème du Tour du Doubs, mais gagne le Tour du Jura et le Grand Besançon Classique, aurait pu lui donner un peu plus de confiance. 13ème de Paris-Nice. Il y avait peut-être, entre guillemets, une montée en puissance en termes de général, en termes de place sur du World Tour. Mais ouais, il a vraiment réalisé un tour compliqué de sa part. Après, côté français, il y en a qui peuvent avoir des victoires d'étape et qui font des top 5. Alphilippe fait une 3ème place et une 5ème place. 3ème à Carcassonne, 5ème. En ce qui concerne Julien Alaphilippe, à Boulogne-sur-Mer, 4ème Romain Grégoire à Boulogne-sur-Mer et 5ème aussi, c'était du coup à Rouen, même sur le Tour de France, il finit 5ème à Pontarlier. Il a des bons résultats, il faut le dire. Après, peut-être que face à une. Enfin, en tout cas, ça reste un jeune coureur de 22 ans, donc il continue à progresser. Peut-être que l'an prochain, ça le fera pour Romain Grégoire.
On a un Kevin Vauquelin qui ne jouait pas la victoire d'étape mais le général. Et je m'attendais, en termes de général, vous savez, dans un preview, j'avais dit vers la 8ème place, même une 8ème place. Je m'attendais pas à voir un Jordan Jegat qui monte en puissance, finir top 10. Peut-être que tous les ans, il ne finira pas dans les 10 premiers du Tour de France, mais avec une belle science de la course, des bonnes capacités de récupération. Et là où beaucoup de coureurs ne jouaient pas le général, il a saisi sa chance de pourquoi pas finir dans le top 10. Ça fait pas mal de points ici pour Total. C'est toujours bien de finir dans les 10 premiers du Tour de France. Ça fait entre guillemets chiffre rond et c'est toujours important, comme vous savez pour moi, qu'on ait des lutteurs d'étape, enfin des Français dans le top 10 du général. Sinon, comme j'ai dit, c'est une honte, il n'y a pas de Français au classement général, enfin dans le top 10 du général final du Tour de France. Et Kevin Vauquelin qui a été solide, qui a su montrer qu'il arrivait à tenir 3 semaines sur des courses où il n'avait pas eu l'habitude, entre guillemets, de finir un haut, enfin sur des étapes de plus de 5000 mètres de dénivelé, même 5500, enfin oui, 5000 mètres de dénivelé, il n'avait pas l'habitude d'être à ce niveau-là avec les meilleurs et même dans sa carrière. Il a su montrer qu'il avait de la capacité. Au-delà des courses d'une semaine, le Tour de Suisse forcément lui a donné de la confiance. Forcément, un Tour de Suisse où il finit deuxième du classement général, ça va lui donner de la confiance. Le fait de passer en Normandie sur le Tour de France, d'être tout de suite dans le jeu, notamment après la 8ème place à Boulogne-sur-Mer, mais d'être maillot blanc et 4ème du général à ce moment-là, 5ème du chrono de camp, 2 Français dans le top 5 du chrono avec Armia 4ème et 3ème du général, ça lui a donné de la motivation. Il est au matin de la 10ème étape, 3ème du général, il est 6ème au Mont d'Or, puis après 5ème après Otakam, 6ème après Irayud, bon 5ème après Super Bagnères, mais il entame la dernière semaine en étant 5ème du général, donc forcément même pour son équipe, pour de la visibilité des points ici, ça a été très performant, il finit 7ème, il craque un peu sur la fin de tour, mais ça reste un jeune coureur. Vauquelin il a quoi, 24 ans Kevin Vauquelin, c'est ça? Ouais, Kevin Vauquelin peut être assez intéressant là-dessus, même s'il a plus couru depuis le Tour de France et sa blessure à la cheville. Toujours le sourire, c'est vraiment un très bon coureur, il a fini aussi assez lucide parce que beaucoup de coureurs, même Pogacar par exemple qui semble être classé à la fin du Tour de France, lui avait toujours le sourire. Il a eu aussi le public avec lui et il a voulu le rendre et c'est vraiment assez intéressant. Je m'attendais pas peut-être à Vauquelin 7ème du général sur le Tour de France, ce qui montre qu'il a des capacités à être à ce classement général là. Grimpeur, rouleur, puncher, Chino, ça peut être assez intéressant. Il aura des coéquipiers autour de lui. Et ouais, je pense qu'un Kevin Vauquelin, une course comme le Tour de Romandie peut lui convenir pour gagner le général final parce qu'à Romandie il y a une étape de montagne, mais il y a 2 étapes pour puncher, un prologue, un chrono et une étape de plat. Donc forcément, ça lui convient. Après, il faudra voir. Honnêtement, bon, l'étape, la vidéo est quand même assez longue, hein, je vais pas vous mentir. Je pense que on va se retrouver, j'allais dire demain, mais parce que là, j'avoue que le Tour de France Femmes, je veux bien vous faire le débrief, on va peut-être même se faire maintenant par rapport à Pauline Ferrand-Prévot. Il est vrai. Pauline Ferrand-Prévot, honnêtement, elle a fait un Tour de France. Bah, je commençais à sentir peut-être l'engouement et pourquoi pas la capacité pour elle à gagner ce Tour de France. Elle s'est préparée au millimètre près ses objectifs. Elle était très forte dès le début. Et je voudrais commencer là-dessus par la France au sommet. Pourquoi la France au sommet? Parce que ces dernières années, c'est vrai qu'on disait le cyclisme féminin français, peut-être pas si haut que ça. Ouais, bah en attendant, tu gagnes ta première étape l'an dernier sur la 3ème édition, certes avec Cédric Carbol, mais tu gagnes les 4 dernières étapes ici. T'es le pays qui remporte le plus d'étapes sur le Tour de France Femmes, il faut le préciser, cette saison. Et ouais, honnêtement, ça a été très fort. Pauline Ferrand-Prévot, il y a eu beaucoup de public autour d'elle. Elle a su faire l'effort au moment où elle l'avait dit, et même sur la Madeleine. Voilà, on se dit, elle est dans la dernière position. Oui, bah après, ça reste un groupe de 8 coureuses, donc forcément, t'es un peu, enfin 8-10 coureuses, donc t'es un peu plus loin dans la hiérarchie, mais ça pouvait lui permettre aussi d'observer ses adversaires. Et bon, quand Moulman part, elle suit légèrement après, mais plus personne ne peut suivre sa roue. Très bien la tactique avec Marion Bunel, qui certes fait un Tour de France peut-être un peu plus compliqué, mais elle est quand même performante. Il y a eu des bonnes promesses côté française avec Rio, avec Morier, ou même Julie Bégaud qui finit assez loin sur le Tour de France, mais qui est une bonne puncheuse. Et il y a des bonnes promesses côté française, on le savait. Mais Vasquibon qui était à l'avant sur la deuxième étape, il est vrai déjà à Quimper et qui l'a encore plus montré ses capacités, qui est une excellente coureuse, on le savait. Skiban, quand on regarde son Tour de France, bah, elle fait échapper 136 km à Chambéry qui gagne, même le lendemain, elle part très très bien tactiquement, il faut le dire. On pouvait s'attendre peut-être pas à ce qu'elle fasse un bon coup. Enfin, elle part tactiquement, voilà, on la suit pas et elle creuse l'écart. Et on sentait qu'elle était très forte ce jour-là. Elle est très forte et elle va s'imposer. Devant Juliette Labousse. Skiban qui récidive le lendemain, on ne s'y attendait pas forcément. À la voir la voix, je me suis dit, bon, l'écart, et si elle est à l'avant, il y a peut-être la possibilité pour elle d'aller s'imposer. C'est ce qu'elle a fait. Encore un récital le lendemain, il faut le dire. En plus, elle prend des échappées aussi sur 3 étapes à la suite. Enfin, en tout cas, elle finit en solitaire, hein, mais
Elle a été très solide, la France au sommet, parce que tu as 4 victoires d'étape françaises, les 4 consécutives sur ce Tour de France 5, tu as eu un engouement qui est venu. Et sur l'étape qui remporte à Chambéry, 136 km d'échappée en solitaire, elle lâche un moment par rapport à des courses qui ont anticipé. Elle arrive à revenir et à tout de suite les mettre dans le rouge. Et en plus, ses capacités en descente aussi et de rouleuse. Et ouais, en montagne, elle est assez intéressante. Peut-être que Giron pourra lui servir. En plus, elle a juste la chute peu de temps avant. Mais elle est vraiment très très forte. Et je voulais quand même souligner ça en ce qui concerne Eva Slimane, qui est vraiment une excellente coureuse. Et qui a su montrer qu'elle avait des capacités. Finit quand même 15ème du général. Sachant qu'elle aide un peu Vlodarchik. Si tu regardes, bah, la France au sommet, on a une Pauline Ferrand-Prévot qui a été énorme là-dessus, qui met encore plus le cyclisme féminin français sur la carte. Après, Paris-Roubaix cette année s'impose de nouveau. Elle a fait un récital, honnêtement, même à un moment, elle est un peu piégée en descente, elle revient. Elle voulait pas une dernière image d'elle sur ce tour, être distanciée, bah, elle s'impose en main en attaquant. Elle a broyé ses adversaires, 3,42 d'avance sur Voloring. La France au sommet aussi, parce que tu as quand même Carbol qui finit 8ème, même si elle perd beaucoup de temps sur la dernière étape avec une chute. Tu as la Bousse qui finit 7ème en faisant une remontée en étant coéquipière modèle de Voloring, et Musique qui finit dans le top 10, donc 40% du top 10 est française sur ce Tour de France Femmes. C'est excellent, et on sait qu'on a une génération dorée qui arrive, il y a toujours différents prévôts, comme j'ai parlé, il y a Musique, Carbol, Labousse, on peut citer Thibon évidemment, bon, Morier de Saint-Michel-Aubert, qui est excellente, qui est arrivée qui est arrivée tout simplement au milieu de saison, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça, elle est arrivée en mars, en tout cas, je sais pas, en tout cas, elle est arrivée très tard. On a Julie Bégaud, on a Rio qui sont performantes, on a évidemment aussi le Mouel qui est bonne aussi, ou Marie Lenette qui reste encore jeune, mais on a le Curinier, on a toujours, même si elle finit assez loin, Marion Bunel. Mais Marion Bunel, elle a eu un Tour de France assez compliqué parce qu'elle tombe à un moment, mais elle a réussi à avoir ce supplément d'âme en se remettant pour aider au maximum sa leader. Et puis, bah, il y a Géry aussi qu'on n'a pas vu sur ce Tour de France là, mais qui va mine de rien quand même remporter 3 étapes sur le Tour de France, enfin sur le Tour de l'avenir, donc le Tour de France des moins de 23 ans. Ouais, elle est performante. Et je voulais le souligner quand même. Honnêtement aussi, je cherchais Marion Bunel au général de ce Tour de France Femmes. Mais on peut aussi juste citer Cavalière elle finit combien de Elle finit sur le Tour de France Femmes. Elle finit 39ème. Mais elle finit aussi Marion Bunel deuxième du Tour de l'Avenir. Ouais, je voulais quand même souligner aussi un autre truc là-dessus, c'est Vollering, bah c'est vrai qu'on investit beaucoup, elle a autour d'elle chez FDJ Suez, elle a une grosse équipe à ses côtés, et là elle s'est un peu fait avoir peut-être, entre guillemets, plus de jours de course, elle en finit à combien? Elle en finit ouais à 42, donc au final, j'allais dire beaucoup de jours de course, pas spécialement parce que les courses féminines sont plus courtes en termes de jours de course pour les courses par étapes en termes de kilométrage, et que oui c'est vrai qu'elle fait largement moins que Pogacar par exemple, elle gagne quand même Catalogne, Tour de Suisse, elle finit deuxième. Tour d'Espagne, elle le remporte. Elle remporte le Tour du Pays Basque. Ouais, bon, après ça avec les Ardennaises, troisième de Liège, deuxième de la Flèche, quatrième de San Remo aussi, premier d'Estrade Bianchi, troisième de Omloop et vainqueur de la semaine féminine de la communauté de Valence avec une victoire d'étape. Bah, sur ce Tour de France qui était son principal objectif, bon, elle est championne d'Europe et deuxième des trois vallées variées, c'est pas catastrophique. Troisième des champions du monde chrono, septième de l'épreuve en ligne. Mais elle n'était pas venue chercher une deuxième place. Elle a eu une victoire depuis que le Tour de France existe et 3 deuxième place. C'est pas ce qu'elle est venue chercher, évidemment. Est-ce qu'elle va vouloir plus se remettre à travailler? Est-ce qu'elle se grille un peu, entre guillemets, comme dirait la même production, parce qu'elle serait peut-être plus puncheuse que grimpeuse? C'est une question à se poser, même si elle a des capacités excellentes en rouleuse. Mais évidemment, comme je dit, elle n'est pas venue chercher ça. Donc, va falloir peut-être voir aussi, parce qu'on a des Vita Music, même si elle peut apprendre, pourquoi pas beaucoup à des musiques ou à des la bouse, bah ces deux coureuses-là aussi restent plus jeunes qu'elle, entre guillemets. Même si, bon, elle a 28 ans, ouais, la Bousse, elle est plus jeune. La Bousse, je crois qu'elle a un an de moins. Non, elle a 2 ans de moins, même. Enfin, non, oui, elle a 26 ans. Donc, ouais, par rapport à Voloring, qui est de 96, et puis même, j'ai un peu plus loin, il y a aussi Vita Music, qui est quand même assez jeune. Music, bah, elle est de 99, donc elle est plus jeune que les deux. Les deux se sont mis à leur service. Peut-être que Music, le fait d'être équipière, alors qu'elle était leader l'année dernière, quand elle fait 4ème du tour, ça a peut-être pesé un peu dans sa balance cette saison. Après, j'ai compté, oui, il y a les problèmes, honnêtement, en descente qu'il faut régler, même si c'est une des meilleures grimpeuses du monde. Vodarchik, excellent, je m'y attendais peut-être pas à ce niveau-là. Et Nevia Doma, c'est soit troisième, soit vainqueur du Tour de France Femmes. Voloing et Nevia Doma. Peut-être qu'il va falloir peut-être se réinventer, peut-être dans la tactique de course entre les deux. Même si Nevia Doma reste très bonne.
Mais c'est vrai que les deux, par rapport à Ferrand-Prévot, je pense est-ce qu'elles vont pas vouloir revenir entre guillemets le couteau entre les dents pour battre Ferrand-Prévot? C'est une possibilité. Et aussi, on peut parler de Niam Fischer-Black. On sait que la belle production disait ouais, ces saisons sont tellement bonnes. Bah là, finalement, elle va finir cinquième d'un Tour de France femme. Et au final, elle va quand même chercher une deuxième place au Tour des mini féminins et deuxième au championnat du monde. Elle a fait une excellente saison. On s'attendait peut-être pas là-dessus. À ce niveau-là, elle quitte la SD Works et elle prend peut-être un leadership chez les Trek que Realini n'assumait peut-être pas à ce moment-là. Et ça va être assez intéressant aussi de voir. Et justement, avec Vlodarchik et avec Skiban, est-ce que une autre coureuse, comme on peut voir avec Longo Borghini, va peut-être pas être chamboulée, faudra voir. Toutefois, je voulais quand même parler, on parle des sprints. Bah, Vibus est sur une autre planète. Non, mais Lorena Vibus gagne tous ses sprints. Il n'y a pas Charlotte Cole, entre guillemets, pour l'empêcher. Là, par exemple, UCI Gravel Championship, vainqueur. Vinci Mébange, vainqueur. Le Coralis Fourmi féminin, vainqueur. Simek Lady Tour, vainqueur avec 4 victoires d'étape. Et 9ème au chrono. Vainqueur du GP Lucien Van Imp. Et Tour de France, elle gagne les 2 étapes de plat. Elle est sur notre planète, personne ne peut la battre en termes de puissance et en termes de points de vitesse. Même Charlotte Cole ne peut pas la battre réellement. Bah, elle a combien de victoires professionnelles? Elle en est à 118. Bien que cette saison, ce sera intéressant de voir le nombre de victoires qu'elle a eu cette saison. On va peut-être pouvoir voir du coup dans la formation SD Works qui s'est construite au final autour d'elle aussi. Même s'il y a Van der Breggen qui est de retour. Van der Breggen a tenté le tout pour le tout le dernier jour, ça n'a pas marché pour elle. Mais ouais, ça va être assez intéressant. Je voulais voir les victoires. Alors, ça va être assez simple, toutes les victoires. Alors, Vibus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ouais, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, 25 victoires cette saison. Petite saison pour Vibes. Non, mais c'est vrai que elle est sur une planète, même Cole au final n'a pas pu n'a pas pu réellement la battre cette saison. Charlotte Cole, qui était son ancienne poisson pilote. Charlotte Cole s'impose quand même sur une étape du Tour de Belgique, enfin baloise Ladies Tour. Finalement, elle a arrêté sa saison après une 4ème place à Barche-Mébanche, mais elle n'avait pas couru depuis le Tour de France. Qu'est-ce qu'on peut signaler d'autre? Oui, bah, bon, deuxième sur une étape du Tour Britannie, un Tour de Grande-Bretagne. Non, c'est vrai que la saison de Cole est moins bonne aussi, ça va se poser des questions parce que c'est vrai que Cole l'an dernier, elle arrive à battre quand même. Elle arrive à battre Vibus sur les 2 premières étapes du Tour de France Femmes, là c'est pas trop le cas. Est-ce que même Vos n'arrive pas à la battre, mais ça on le sait un peu. Ça va être assez intéressant à suivre. Qui est-ce qui sera capable de la battre? Est-ce qu'elle pourra continuer le plus longtemps sur cette dynamique-ci? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous, on se retrouve demain pour l'analyse du parcours du Tour de France femmes et hommes. Et on se retrouvera aussi pour faire un point média sur cette vidéo. Et puis, le retour du Pro Leader. Le Pro Team qui continue, évidemment, le Pro Team. Là, je vais le reprendre. Ça fait très longtemps qu'il n'y a peu eu de vidéo de Pro Team. Mais il va reprendre. Et puis, voilà, on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. C'était Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine. Ciao, ciao.